Bienvenue Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Oui, c'est vraiment un plaisir. Comme mentionné au début, vous avez rejoint Cloudflare récemment, en avril de l'année dernière, après 25 ans chez Goldman Sachs. Chez Goldman Sachs, Stéphanie a eu une carrière remarquable. Elle est devenue membre du comité de direction et a mené l'expansion de la banque vers le secteur de la banque de détail, dans le but de diversifier ses activités traditionnelles. Et maintenant, chez Cloudflare, vous occupez ce nouveau poste de directrice de la stratégie, aux côtés de Matthew Prince, bien sûr. D'après la description que j'ai vue, vous dirigez les efforts de l'entreprise pour renforcer à la fois l'ampleur et la profondeur de sa présence dans les conseils d'administration et au sein des comités exécutifs. Cela semble très ambitieux. Très amusant. Très bien, nous avons beaucoup de sujets à aborder. Vous avez fait pas mal parler de vous, et je sais qu'une de vos annonces a eu des répercussions dans toute l'industrie. J'aimerais vraiment en parler, mais commençons par le début. Nous avons eu une petite introduction de ce que fait Cloudflare, mais pouvez-vous nous donner une vue d'ensemble? Qu'est-ce que l'entreprise? Et quelle est sa position? Cloudflare est un fournisseur majeur d'infrastructures Internet. Nous travaillons avec des millions de clients et nous les aidons à créer et exécuter leurs applications pour qu'elles soient rapides et sécurisées. Nous sommes très distribués, présents dans plus de 330 villes et plus de 125 pays. Nous utilisons ce vaste réseau pour faire fonctionner les services rapidement, de manière sécurisée et fiable. Mais, au-delà de cela, nous aidons aussi les gens à développer des applications, en particulier à l'ère de l'IA. Merci pour ces précisions. Évidemment, votre rôle est crucial pour protéger contre les cyberattaques et aider les sites à sécuriser leurs données. La semaine dernière, vous avez annoncé ce que vous avez appelé le Content Independence Day. L'idée est que Cloudflare, par défaut, va désormais bloquer les scrappers qui viennent aspirer le contenu des sites web. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Le 1er juillet, nous avons annoncé que nous basculions le système Cloudflare vers un fonctionnement basé sur l'autorisation préalable, avec l'idée de créer les conditions permettant à un marché de se développer. Concrètement, pour tous les nouveaux domaines sur le réseau Cloudflare, le réglage par défaut sera de bloquer le crawling par les IA, soit au niveau du réseau, soit via les fichiers robots, TXT. Cette option apparaîtra directement lors de l'inscription, ce qui permettra de décider facilement si vous voulez laisser ce blocage ou le modifier. En plus de cela, nous avons ajouté la possibilité de paramétrer de façon très granulaire les actions à appliquer à différents robots d'IA, que ce soit pour l'entraînement ou la recherche. Et nous avons lancé une bêta qui permet de demander à être rémunéré par crawl, dans l'idée que les créateurs de contenu doivent pouvoir décider s'ils veulent bloquer, autoriser ou faire payer l'accès de ces robots à leur site. Évidemment, cela a d'énormes répercussions pour l'IA, notamment pour les modèles de langage qui sont en cours de développement. J'aimerais parler spécifiquement du système de paiement par crawl, mais commençons par les créateurs de contenu. Qu'est-ce qui se passe pour eux et qui vous a conduit à prendre ce genre de décision? Oui, je pense qu'il faut parler de cette conférence. On pourra aussi revenir sur mon rôle, mais si vous vous promenez ici, vous verrez beaucoup de personnes avec un badge indiquant qu'elles viennent d'une organisation médiatique ou de recherche. Ces gens passent énormément de temps à développer une perspective unique sur tout ce qui a été présenté ici, à la conférence Raise. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, au lieu de lire ce contenu original, lisent une version dérivée de ce contenu. Nous devons donc trouver un moyen d'inciter ces créateurs à continuer de produire ce qu'ils font aujourd'hui. Ils gagnent leur vie grâce à la publicité, aux abonnements, et tirent aussi une satisfaction personnelle de savoir que quelqu'un a réellement lu leur contenu et y a réagi. Mais, à l'ère de l'IA, quand les gens lisent la version dérivée, ce n'est plus le cas. L'idée, c'est donc de redonner aux créateurs le contrôle, décider s'ils veulent ou non que l'IA aspire et, au final, résume leur contenu. Beaucoup d'entre eux ont déjà conclu des accords avec de grandes entreprises d'IA, et le rôle de Cloudflare est de protéger ces accords. Parce que, si vous êtes une entreprise d'IA qui paye pour du contenu, vous ne voulez certainement pas que quelqu'un d'autre l'obtienne gratuitement. Nous voyons donc notre rôle comme celui d'un intermédiaire dans cet écosystème. Créer un lien entre créateurs de contenu et entreprises d'IA. On dirait que vous donnez un peu plus de levier aux créateurs de contenu. Vous leur offrez cette possibilité de négocier, peut-être pas encore en position de force, mais en tout cas plus en position de faiblesse, ce qui a été le cas, je pense, dans certaines situations. Nous créons les conditions pour qu'un marché puisse se développer. Un marché qui inclut à la fois de très grandes entreprises d'IA et de très grands éditeurs, lesquels, d'ailleurs, ont déjà conclu des accords dans plusieurs contextes. Mais il existe aussi une longue traîne de créateurs de contenu et d'entreprises d'IA. Si l'on revient à la description de Cloudflare, des millions de clients utilisent notre réseau. Parmi eux, on trouve certaines des plus grandes entreprises du monde, mais aussi des blogueurs individuels. Et l'une des beautés d'Internet, c'est cette diversité et cette portée. Notre démarche ne concerne donc pas seulement les plus grandes entreprises, mais aussi toute cette longue traîne, des deux côtés. Oui, Matthew Prince, le PDG de Cloudflare, je crois que c'était dans l'article de blog lors de l'annonce, a décrit le déclin de la recherche Google et expliqué qu'il s'agissait, en quelque sorte, d'une rupture dans la relation vieille de 30 ans entre les créateurs de contenu
et certaines entreprises technologiques. Cloudflare a d'ailleurs publié des statistiques intéressantes montrant à quel point il est devenu plus difficile aujourd'hui d'amener les gens sur votre site, que ce soit pour lire vos articles par intérêt ou pour générer des revenus via la publicité ou les abonnements. Il a indiqué que, sur Google, c'est désormais 10 fois plus difficile qu'avant, et avec les entreprises d'IA, c'est encore plus compliqué de parvenir à attirer ses visiteurs. Oui, je pense que toutes ces entreprises sont très différentes. Elles existent depuis des périodes différentes, elles ont des modèles variés, des modèles économiques distincts, et cela influence les statistiques que vous pouvez trouver sur Radar, qui est disponible sur le site de Cloudflare. Certaines font du crawling pour l'entraînement, d'autres pour la recherche, certaines pour les deux. Et il y en a qui ont un modèle économique plutôt orienté search, d'autres davantage orientés B2B. Tout cela combiné détermine à la fois la fréquence à laquelle quelqu'un va crawler votre site et le volume de trafic qu'il va vous renvoyer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur le fait de savoir si les gens continuent à crawler pour l'entraînement. L'un des avantages de Cloudflare, qui protège plus de 20% des sites internet, c'est que nous avons une visibilité globale sur le trafic. Et ce que nous voyons, c'est que le trafic issu des crawlers d'entraînement d'IA a augmenté de 65% au cours des 6 derniers mois. Donc non, l'entraînement ne s'est pas arrêté sur Internet. Il y a encore aujourd'hui une quantité importante d'entraînement en cours, en plus de tous les autres types de crawling et de trafic de bots, et ce trafic reste largement dominé par l'entraînement d'IA. J'ai été surpris, en parcourant les statistiques que vous avez publiées, par les différences entre les différents modèles d'IA dont nous avons parlé. Je crois qu'Anthropic était à une extrémité. La quantité de crawling qu'ils effectuaient était 48 fois supérieure au volume de trafic qu'ils renvoyaient. Ils sont donc très efficaces pour garder les utilisateurs sur leur propre plateforme. À l'autre extrême, il y avait Mistral, ce qui devrait intéresser ce public. Pouvez-vous expliquer pourquoi il y a une telle différence et ce qui explique ces écarts ? Nous en sommes encore au tout début de la réflexion sur ce sujet. Je pense qu'il faut examiner à la fois le numérateur et le dénominateur, si l'on peut dire. Autrement dit, quelle quantité de crawling est effectuée. L'une des choses que Cloudflare pense pouvoir améliorer avec le temps, c'est rendre le crawling beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, il y a énormément de crawling sur Internet où les mêmes contenus sont aspirés encore et encore. Grâce au volume de trafic que Cloudflare observe, nous pouvons facilement savoir si un contenu est nouveau, s'il a été mis à jour, et fournir ainsi des signaux de qualité. Il existe donc plusieurs façons d'améliorer ces statistiques. On peut simplement crawler moins en étant plus efficace. On peut aussi crawler moins pour l'entraînement, si ce n'est pas l'objectif, et plutôt crawler pour la recherche. Ensuite, tout dépend aussi du modèle économique. Avez-vous un modèle plutôt orienté grand public, où l'utilisateur vient sur votre site pour poser des questions liées, par exemple, au shopping, ou à des recherches qui renvoient logiquement vers des restaurants ou des médias? Ou bien avez-vous un modèle B2B, où l'utilisateur va simplement obtenir un résumé de l'information? Il y a donc de nombreux facteurs qui influencent ces statistiques. Encore une fois, nous en sommes au tout premier stade, et je pense qu'une partie de notre rôle est d'aider à rendre tout cela plus efficace, et de rapprocher les deux écosystèmes pour parvenir à un modèle économique durable. D'accord. Avez-vous une idée de pourquoi Mistral est un tel cas à part ? Non, pas du tout. D'accord. Très bien. Je pense que ce serait intéressant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le pay-per-crawl ? On dirait que l'objectif est de trouver un terrain d'entente et de déterminer comment les entreprises d'un côté et les créateurs de contenu de l'autre vont pouvoir se rejoindre. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Il existe une fonctionnalité peu connue d'Internet appelée réponse 402 qui a rarement été utilisée. Le principe du pay-per-crawl, c'est que si vous êtes un créateur de contenu, vous pouvez fixer un prix et dire « Je bloquerai l'accès, sauf si vous payez X ». A l'inverse, un modèle peut dire « Je veux crawler votre site et le maximum que je suis prêt à payer est Y ». Ces deux parties peuvent alors se mettre d'accord, via un système d'échange, sur le prix, et ensuite soit le crawling se fait, soit il est bloqué. C'est une vision simplifiée, et ce n'est que le début. On en est aux premières étapes pour imaginer un modèle économique qui fonctionne. Nous sommes ouverts à toutes les idées, car l'écosystème est vaste. La partie paiement, la façon de déterminer le prix, les allers-retours entre les deux parties, le bon modèle économique selon les différents types d'IA, LE, la manière de gérer la longue traîne de contenu, la question de l'exclusivité, etc. Il y a de nombreuses façons de penser ce système, mais notre point de départ, c'était de proposer quelque chose pour que tout le monde puisse réagir. Et nous savions que nous allions recevoir des retours, c'est pour ça que c'est en bêta et non disponible largement. Nous n'en sommes qu'au tout début pour définir à quoi cela ressemblera. Je voudrais lire un extrait de ce qu'a écrit Matthew Prince, parce que je trouve que c'est une citation assez incroyable. Il a dit « Nous pensons que si nous pouvons commencer à évaluer et à donner de la valeur au contenu non pas en fonction du trafic qu'il génère, mais en fonction de la manière dont il fait progresser la connaissance, cela aidera non seulement les moteurs d'IA à s'améliorer plus rapidement, mais pourrait aussi, potentiellement, favoriser une nouvelle ère dorée de création de contenu à forte valeur ajoutée. » Je me pensais idéaliste, mais ça, c'en est vraiment une vision idéale. Alors, pourquoi Cloudflare adopte-t-il cette approche ? Oui,
Chez Cloudflare, nous prospérons grâce à l'innovation et à l'optimisme. C'est un point vraiment important dans ce que nous essayons de faire. Et c'est pour ça que nous n'avons pas dit « voici le modèle économique » et on s'y tient. Au contraire, nous expérimentons. L'idée, c'est de permettre au contenu de qualité de prospérer sur Internet. Nous ne savons pas encore exactement comment y parvenir, ni quelle sera la meilleure méthode. Mais on peut imaginer un monde où l'on peut indiquer à un modèle la qualité du contenu, sa source, sa fraîcheur, et éviter qu'il ne scanne 100 fois la même chose en allant chercher la source des faits et en ne la scannant qu'une seule fois. Ainsi, il y aurait un véritable incitatif à créer du contenu nouveau, différent, intéressant, créatif. Et nous pensons qu'il y a une vision réellement optimiste. C'est ce type de contenu qui pourrait s'épanouir à l'ère de l'IA. Hier, sur cette même scène, le PDG de Bright Data a eu des propos assez critiques à l'égard de votre initiative. Il a notamment déclaré qu'on ne peut pas arrêter la technologie, c'était une partie de son argumentaire. Il a aussi affirmé que rien n'avait vraiment changé, que le crawling fonctionne toujours comme avant. Et il a ajouté que Cloudflare ne devrait pas se comporter comme un bully, un tyran. Je me souviens que ce qu'il a dit revenait à l'idée que, oui, quelque chose devait changer, et qu'il fallait trouver un modèle économique qui fonctionne. Je pense que nous essayons tous de travailler ensemble pour voir à quoi cela pourrait ressembler. Ce que nous faisons est très simple. Notre vision est que le monde en ligne devrait fonctionner sur la base de l'autorisation. Vous devriez savoir qui se trouve sur votre site, vérifier qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent être et connaître ce qu'ils veulent faire sur votre site. Ensuite, c'est à vous de décider si vous voulez les bloquer, les autoriser ou leur faire payer un accès. Je n'ai vu aucune entreprise plus innovante que Cloudflare et nous nous concentrons fortement non seulement sur cette initiative, mais aussi sur l'écosystème de l'IA au sens large. Nous disposons d'une très grande plateforme pour développeurs humblement, l'un des meilleurs endroits au monde pour créer des agents IA. Nous croyons en l'écosystème IA, mais l'IA a aussi besoin de contenu original. Si Internet meurt et que le contenu original disparaît, il sera très difficile pour les modèles d'IA de continuer à se développer et à prospérer. C'est donc une question de construction d'un écosystème. Notre intention, le 1 juillet, n'était pas de casser Internet, mais de le rendre basé sur l'autorisation, de redonner le contrôle aux créateurs et aux propriétaires de sites web et de créer les conditions pour qu'un modèle économique puisse se développer de l'autre côté. D'accord. Quand vous parlez du modèle économique de l'autre côté et de trouver un terrain d'entente, le pay-per-crawl est une idée. Avez-vous déjà une idée des autres options possibles? De ce qui pourrait, selon vous, émerger de cette attention autour du sujet? Je pense qu'il existe de nombreux modèles qui peuvent se développer. Et je crois que le mieux, c'est d'en parler par analogie. Par exemple, il y a beaucoup de discussions autour du modèle basé sur la publicité, nous savons à quoi ressemble ce monde-là. Une autre vision, c'est que nous sommes passés du monde Napster à un monde plus proche de Spotify, où un modèle économique s'est développé autour de la musique. Je pense donc qu'il y a beaucoup d'industries dont on peut s'inspirer, qui ont su mettre en place des modèles permettant non seulement de faire prospérer l'innovation, mais aussi de donner aux créateurs de contenu un véritable incitatif pour continuer à faire ce qu'ils font bien. D'accord, je pense que nous allons manquer de temps avant que je puisse poser toutes mes questions. Mais j'aimerais vous interroger sur les 25 années que vous avez passées dans la finance. Parlez-nous un peu de votre vision aujourd'hui, maintenant que vous avez goûté au monde de la technologie et de l'IA. Quand vous regardez le secteur financier, fort de vos nombreuses années chez Goldman Sachs, où vous avez travaillé dans la banque d'investissement, le trading, la banque de détail et la banque d'entreprise, où voyez-vous l'IA se développer le plus? Où pensez-vous qu'il y a le plus de potentiel? Je pense que l'IA est très intéressante dans les services financiers. Premièrement, c'est un secteur extrêmement riche en données il vit et prospère grâce à elle. Il existe donc d'innombrables façons d'utiliser l'IA de manière fiable dans ce domaine. J'ai parlé avec beaucoup de personnes à cette conférence, et l'un des plus grands enjeux pour l'IA est de savoir si l'on dispose de données propres et de qualité. L'un des atouts majeurs des services financiers, c'est justement qu'ils disposent généralement de beaucoup de données. L'autre aspect, c'est que ce secteur est souvent très réglementé, ce qui ralentit parfois le rythme de l'innovation. Il faut donc chercher les segments des services financiers qui sont riches en données, mais moins réglementés. L'une des promesses de l'IA, c'est de réduire le coût de service, ce qui agit comme un facteur d'égalisation dans les services financiers. On peut alors proposer des produits à un plus grand nombre de personnes. La fintech en est un exemple parfait. Elle est généralement moins réglementée, elle est déjà digital native. Je pense donc qu'il existe de nombreux domaines où l'IA va prospérer en rendant accessible au grand public des services qui n'étaient auparavant réservés qu'à un petit nombre d'entreprises ou d'individus. Bref, je suis enthousiaste quant à ce que l'IA va apporter aux services financiers. Pensez-vous, puisque c'est un sujet brûlant en ce moment, que l'IA va aussi supprimer des emplois dans un endroit comme Goldman Sachs, par exemple dans le secteur de la banque d'investissement? Je pense que, de manière générale, l'une des choses les plus importantes que l'on apprend dans un environnement comme la banque d'investissement, c'est que tout repose sur les relations, et ce sont avant tout des relations humaines. Quand on regarde ce qui se passe en banque d'investissement, il s'agit souvent de l'une des transactions les plus importantes qu'une entreprise réalisera dans toute son histoire.
Donc oui, les modèles et les analyses sont importants, mais la relation de confiance qui sous-tend tout cela l'est tout autant. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas seulement vrai dans les services financiers, dans beaucoup de domaines, l'IA va simplement améliorer les métiers. Lorsque j'étais analyste en banque d'investissement, j'aurais été très heureuse que l'IA fasse à ma place une bonne partie des tâches que j'exécutais à l'époque. Beaucoup de choses que je faisais alors ne sont d'ailleurs plus effectuées manuellement aujourd'hui, car l'informatique, le machine learning et d'autres technologies ont permis de les automatiser, et cela a simplement rendu le travail d'analyste meilleur. D'accord. Parlons un peu de votre nouveau rôle de directrice de la stratégie. Comment voyez-vous l'évolution des activités de Cloudflare dans les prochaines années? Oui. L'une des choses incroyables chez Cloudflare, c'est la rapidité avec laquelle nous innovons, ainsi que l'ampleur de notre plateforme. Notre avantage concurrentiel repose sur notre réseau présent dans plus de 330 villes et 125 pays. Cela nous ouvre énormément d'opportunités, notamment en cybersécurité. Contrairement à beaucoup d'autres qui se contentent de montrer leur plateforme sur une diapositive PowerPoint, nous avons une plateforme réelle. Chaque serveur est capable d'exécuter exactement le même logiciel, partout dans le monde. Alors que les entreprises commencent à consolider leurs choix en matière de cybersécurité, je pense que les opportunités sont immenses. Et puis, il y a la promesse de la plateforme développeur de Cloudflare, véritablement conçue pour l'IA. Elle est extrêmement distribuée, elle est serverless par conception, ce qui offre des avantages en termes de latence, de sécurité et de coût. L'avenir de Cloudflare est donc très prometteur, en plus de l'initiative que nous avons annoncée plus tôt ce mois-ci. D'accord, nous manquons un peu de temps, mais j'aimerais vous poser une question sur votre parcours. Qui ont été vos mentors et quels conseils de carrière avez-vous reçus qui vous a paru le plus précieux au début? J'ai appris énormément de personnes. J'ai passé 25 ans chez Goldman Sachs. Je suis entrée directement après l'université et j'en suis sortie comme membre du comité de direction et associé. Je ne pourrais pas compter le nombre de personnes qui m'ont mentoré, à la fois au sein de Goldman Sachs et à l'extérieur. Mais la chose la plus importante et qui, d'ailleurs, s'applique parfaitement chez Cloudflare, c'est l'importance de l'empathie, comprendre réellement ce que ressentent et pensent les autres. Ensuite, être orienté mission. Et enfin, être orienté exécution. On passe beaucoup de temps à analyser et à réfléchir, mais à un moment, il faut simplement agir. Mesdames et messieurs, Stéphanie Cohen. Merci beaucoup. Merci.